Chers collègues, je vous propose d'ouvrir cette séance. Chut. Je vais faire l'appel, comme d'habitude. Merci pour celles et ceux qui sont présents de répondre présent. Michel Lamarre, présent. Philippe Alvarez, présent. Martine Lemonnier, Nicolas Pubreuil, présent. Catherine Fleury, présent. Nourdine Barki, présent. Patricia Sosso, Jérôme Hamel. Caroline Thévenin, adjointe, est excusée et elle a donné pouvoir à Madame Lemonnier pour la représenter. Elle a un souci familial. Michel Rotrou, Raymond Allôme, Pierre Arnaud, Catherine Ponce, Fabrice Aubray, Véronique Gélin, Sylvie Barret, Pascal Bréval, Natacha Salle, Christophe Buisson, Delphine Thomas, Sylvain Naviot, va nous rejoindre, je suppose, Ludivine Gros, Carole Haro. François Saudin est excusé et a donné pouvoir à Madame Budin pour le représenter. Pascal Ambos, Laurence Lallard devrait nous rejoindre un peu plus tard. Marie-Noël Héron-Budin, je pense qu'elle va nous rejoindre. Cardine Galochet, Alexis Langin, excusé. Je vous propose de nommer ainsi une secrétaire de séance, comme d'habitude, en la personne de Madame Lemonnier. Pas de problème particulier, je vous remercie. Et je vous propose donc d'accepter le procès-verbal. Vous avez tous reçu ce procès-verbal il y a déjà plusieurs jours. Si vous avez des choses à ajouter, à retirer, des commentaires, n'hésitez pas. Sinon, il est accepté, pas de votre compte, il est accepté, je vous remercie. Et nous passons donc au premier dossier à l'ordre du jour, puisque nous sommes en période budgétaire. C'est le budget primitif 2025, budget principal et budget annexe, et je laisse la parole à Madame Fleury. Merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, nous avons un budget principal, plusieurs budgets annexes au sein desquels figure le budget annexe du Carrefour de l'Emploi et celui du cinéma. Ces budgets annexes sont financés par des subventions qui émanent du budget principal. En l'occurrence, il s'agit, avec cette première délibération, d'abonder le budget annexe Carrefour de l'Emploi à hauteur de 140 000 € et celui du cinéma à hauteur de 68 000 €. Une petite précision, les sommes dont nous parlons ce jour avaient été prévues lors de l'élaboration du budget primitif. Donc, du budget principal vers le budget annexe, 140 000 € pour le Carrefour de l'Emploi, 168 000 € pour le budget annexe du cinéma. On peut passer au vote, monsieur le maire. S'il y a des questions, je ne pense pas, si vous connaissez la procédure par cœur, n'hésitez pas. Pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Oui, je vous laisse la parole pour le second dossier. Avec le reversement des excédents. D'accord. La délibération numéro 2 concerne le reversement de l'excédent du budget annexe du parking du bassin du centre vers le budget principal. Le budget principal de la ville est alimenté, entre autres, par le reversement de l'excédent du budget annexe du parking du bassin du centre. Il vous est donc proposé d'alimenter le budget principal à hauteur de 2 millions d'euros, sachant que lors de la confection du budget principal, qui est également un budget prévisionnel, il était déjà prévu de l'alimenter à hauteur de 1 million d'euros. Finalement, la somme qui servira à abonder le budget principal sera de 2 millions d'euros. On peut passer au vote. Merci Madame Fleury. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous propose de voter par l'abstention ni de vote contre. C'est adopté. Madame Fleury, toujours, puisque c'est la période budgétaire, le point 3, c'est l'ADN numéro 2. La délibération numéro 3 concerne en fait la décision modificative budgétaire numéro 2 concernant le budget principal. Cette délibération est la seconde de l'année concernant une décision modificative budgétaire, sachant que la première décision modificative budgétaire avait été adoptée le 14 octobre dernier. Nous retrouvons donc un tableau qui décrit les différentes écritures comptables et que maintenant je vais vous commenter comme j'ai l'habitude de le faire.
Nous retrouvons donc, en matière de fonctionnement, en matière de recettes de fonctionnement, le reversement d'un excédent du parking du bassin du centre à hauteur de 1 million d'euros. Nous vous avions parlé dans la délibération précédente de 2 millions d'euros, 1 million d'euros de prévu, auquel s'ajoute ce million d'euros, donc nous arrivons à 2 millions. Nous retrouvons également une somme de 90 500 euros et 14 centimes. C'est une reprise sur provision. Cette somme-là est destinée à solder les créances éteintes. Vous savez, ces non-valeurs que le trésorier principal nous demande d'accepter chaque année et dont nous allons reparler ultérieurement. Maintenant, voyons les dépenses de fonctionnement. Nous retrouvons 7 000 euros. C'est une dépense qui concerne des maintenances informatiques à hauteur de 7 000 euros. Nous retrouvons nos 90 500 euros et 14 centimes qui viennent abonder les créances éteintes. 20 000 euros pour reconstituer la dotation aux provisions, puisque nous l'avons diminué d'un montant de 90 500 euros et 14 centimes. Maintenant, lorsque nous confectionnons un budget, nous devons dès le départ provisionner les futures créances éteintes. Enfin, nous avons au chapitre 012 une somme de 50 000 euros en dépenses. Cette somme de 50 000 euros correspond en partie au reversement d'un capital d'essai à hauteur de 25 000 euros. Et pour la différence, c'est un versement de 25 000 euros qui vient alimenter le supplément familial de traitement. Enfin, nous avons un virement à la section d'investissement d'un montant de 923 000 euros. Cela s'équilibre à hauteur de 1 090 500 euros et 14 centimes, que ce soit en dépenses ou en recettes, en fonctionnement. Nous passons maintenant à l'investissement. Pour retrouver, en matière de recettes d'investissement, le virement de 923 000 euros que nous venons d'évoquer en dépenses de fonctionnement, nous avons également la somme de 20 000 euros évoqué également précédemment, qui vient abonder le chapitre 40. Enfin, en diminution de l'emprunt, moins 811 979 euros et 86 centimes. Lorsque nous avons construit le budget, nous l'avons prévu avec un emprunt. Finalement, cet emprunt, là nous arrivons presque en fin d'année, je pense qu'il ne sera pas nécessaire et nous commençons donc à le diminuer. En matière maintenant de dépenses d'investissement, nous avons une subvention d'investissement en matière de dépenses d'un montant de 40 520 euros. Qu'en est-il ? Eh bien, tout simplement, nous avions nous avons reçu une subvention d'investissement destinée à une réalisation. La réalisation s'est révélée moins coûteuse que prévu et par conséquent, la subvention étant supérieure, il nous appartient d'en rembourser une partie, c'est-à-dire les 40 520 euros. Enfin, nous avons au chapitre 40, ce chapitre 40 qui joue avec le chapitre 42, nous retrouvons 90 500 euros et 14 centimes. Je pense que vous pouvez... Merci Madame Fleury. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On retrouve tous les ans à la même époque les DM, vous les connaissez. Je ne pense pas qu'il y ait de sujet, pas d'abstention ni de vote contre. Toujours Madame Fleury, point numéro 4, les admissions en non-valeur. Là aussi, vous connaissez le process. D'accord. La délibération numéro 4 concerne en effet ces admissions en non-valeur que j'ai évoquées un peu plus tôt. Elle nous amène donc à nous prononcer sur une demande d'admission en non-valeur de titre ancien à la demande du trésorier pour deux budgets, le budget principal et le budget annexe du quai du Vieux Bassin. Pour le budget principal, il nous est demandé d'admettre deux listes. Une liste au titre de l'article 654-1 pour un montant de 1 735 euros et 20 centimes. Et enfin, une liste pour un montant de 102 764 euros et 91 centimes, pour un total de 104 500 euros et 11 centimes. Pour le budget annexe quai du Vieux Bassin, on nous demande d'admettre une somme de 6 010 euros et 40 centimes en non-valeur. Pour rappel, je voulais vous préciser
que lorsqu'il s'agit de la liste 654-2, celle-ci comprend des admissions en non-valeur qui font suite soit des clôtures pour insuffisance d'actifs, soit une décision d'effacement de dette à la suite d'un dépôt en commission de surendettement. Ce sont presque des non-valeurs de droit puisqu'il ne nous est pas possible de refuser ces admissions en non-valeur. En ce qui concerne l'article 654-1, là, il s'agit soit de sommes inférieures au seuil de poursuite ou de combinaisons infructueuses d'actes, sachant que les sommes pourront peut-être être un jour recouvrées. Merci Catherine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là aussi, les admissions en non-valeur, maintenant, vous connaissez. Je pense qu'il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie pour ces admissions. Toujours Madame Fleury, avec l'engagement et le mandatement pour pouvoir faire face dans les semaines qui viennent, notamment au paiement des salaires, etc. Voilà. La délibération numéro 5, nous la retrouvons chaque année. Cette délibération, en effet, concerne le mandatement et l'engagement des dépenses avant le vote du budget primitif, sachant que celui-ci intervient au cours du premier trimestre. Il convient donc de permettre à notre collectivité de continuer à fonctionner, que ce soit au niveau des services, mais que ce soit également au niveau des opérations d'investissement ou de la poursuite d'un plan pluriannuel d'investissement. C'est pourquoi le Code général des collectivités territoriales nous permet, au travers de l'article 1612-1, d'autoriser le conseil municipal et d'autoriser également le maire à engager, à liquider, à mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et dans la limite de l'ensemble des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement. Ce qui se traduit pour la ville de Honfleur de la manière suivante. S'agissant du budget principal, les dépenses de fonctionnement vont être autorisées dans la limite du budget de l'année précédente, c'est-à-dire à hauteur de 19 838 788 €. En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget principal, elles ne seront autorisées qu'à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, c'est-à-dire 1 324 215 € et 75 centimes. S'agissant du budget annexe boutique des musées, ce sont des dépenses de fonctionnement, il n'y a pas d'investissement, donc nous pouvons engager la totalité des crédits de fonctionnement qui étaient ouverts l'année précédente, c'est-à-dire 122 094 € et 79 centimes. Pour le budget annexe parking, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous pouvons les engager à hauteur de 2 448 793 € et 60 centimes. En matière de dépenses d'investissement, nous ne pourrons engager que 25% des sommes qui avaient été inscrites au budget en début d'année, c'est-à-dire 123 896 € et 83 centimes. Pour le budget annexe du cinéma, toujours des dépenses de fonctionnement, donc nous pouvons engager la totalité, 142 201 € et 45 centimes. En matière de dépenses d'investissement, nous ne pourrons engager qu'un quart des dépenses inscrites précédemment, c'est-à-dire 21 912 € et 14 centimes. Pour le budget annexe bâtiment industriel de l'entrée Est, en matière de fonctionnement, nous pourrons engager 59 848 € et 12 centimes. Par contre, en matière de dépenses d'investissement, nous ne pourrons engager que 20 677 € et 94 centimes, soit 25% des 82 711 et 77 centimes inscrits l'an dernier. Pour le budget inscrit cette année, mais concernant le budget 2025, pour le budget annexe du petit train touristique, dépenses de fonctionnement, nous pouvons engager 264 502 € et 51 centimes. S'agissant des dépenses d'investissement pour le petit train, le budget annexe du petit train, 53 000 € pourront être engagés. Pour le budget annexe du bâtiment Carrefour de l'Emploi, en matière de dépenses de fonctionnement, nous pourrons engager 361 350 € et 70 centimes. Par contre, nous ne pourrons engager en matière d'investissement que 4 750 €.
Passons maintenant au budget annexe Quai du Vieux Bassin. En matière de fonctionnement, nous pourrons engager 472 122 euros et 45 centimes. En dépenses d'investissement, ne pourront être engagés que 36 091 euros et 59 centimes. Si vous voulez faire voter, Monsieur le maire. Catherine, oui, s'il n'y a pas de questions. Oui, Madame Budin. Oui, je voulais savoir, dans cette période préélectorale, si vous aviez fait un rétro-planning par rapport au débat d'orientation budgétaire et du vote du budget, quelles seraient les dates que vous avez prévues? Au niveau du... on peut répondre pour le DOB? Oui, alors s'agissant de la présentation du rapport d'orientation budgétaire, qui est le socle du débat d'orientation budgétaire, celui-ci devrait être présenté à la mi-février 2026. Merci Catherine. Et le vote du budget 2026 aura lieu postérieurement aux élections en avril. Merci Catherine. Je vous en prie. Pas d'abstention, pas de vote contre pour ce point numéro 5. C'est toujours Catherine, l'adoption des tarifs des services municipaux. Et j'avais demandé à ce qu'on tienne compte de l'état économique de notre société actuelle pour qu'on essaie de ne pas augmenter ces tarifs et ainsi de ne pas alourdir le problème de pouvoir d'achat de nos habitants. Donc Catherine peut nous en dire un mot. Voilà. La délibération numéro 6 concerne donc, comme vient de le préciser Monsieur le maire, les tarifs des services municipaux. Afin de préserver le pouvoir d'achat de nos administrés, dans un contexte qui est tendu, contexte financier national qui est tendu, inflation, la municipalité a proposé, avec Monsieur le maire, de maintenir à l'identique les tarifs des prestations municipales et en particulier les tarifs des cantines. Tous les tarifs sont maintenus, il n'y a aucune augmentation. Nous prenons en compte les difficultés que peuvent rencontrer nos administrés, difficultés que nous espérons provisoires. Merci Catherine. Je pense qu'il n'y a pas de souci sur cette délibération, pas d'abstention ni de vote contre. Toujours Madame Fleury avec le CCAS, la participation pour l'avance. La délibération numéro 7 concerne le fonctionnement du budget du Centre communal d'action sociale. Dans l'attente du vote du budget 2026, il vous est proposé d'accorder une avance sur la subvention 2026 versée au Centre communal d'action sociale dans la limite de 50% de la subvention allouée au budget primitif au titre de l'exercice 2025, sachant qu'elle était de 770 000 euros. Par conséquent, il vous est proposé de nous autoriser à verser au Centre communal d'action sociale, afin qu'il puisse continuer à fonctionner, la somme de 385 000 euros, soit 50% de la subvention. Merci beaucoup Catherine. Pas d'abstention, ça aussi nous la retrouvons chaque année à la veille du vote du budget du CCAS. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Je vous propose de passer au point numéro 8 et c'est Madame Sosso qui nous fait le rapport pour le concours Jardins et Balcons Fleuris. Chaque année, la ville organise un concours Jardins et Balcons Fleuris ouvert à tous. Il y a deux catégories, commerce et particulier. Le Conseil est appelé à délibérer sur le prix des lauréats, à savoir une corbeille de produits régionaux d'une valeur de 80 euros, ainsi qu'une plante ou un arbre offert par la ville. Et pour le prix de consolation, un arbre ou une plante offert par la municipalité. Merci. Merci Patricia. Si vous avez des questions sur le concours, pas d'abstention ni de vote contre, ça est adopté. Je vous propose de retrouver Madame Fleury pour la mise à jour des tarifs en vente dans les boutiques des musées. La délibération numéro 9 concerne donc la mise à jour des articles, des tarifs en vente dans les boutiques, des articles et des tarifs en vente dans les boutiques des musées et de la lieutenance de Honfleur. L'ensemble de nos musées procèdent à la vente d'objets, de livres, de catalogues au sein de leurs boutiques. De nouveaux produits s'ajoutent régulièrement, dont il faut tenir compte. Il faut donc ajouter de nouveaux tarifs. Il y a également des mises à jour de tarifs anciens.
Cela nécessite et ne peut se faire que par une validation du conseil municipal et donc par un vote. Et c'est une délibération que nous retrouvons souvent. Dès lors que nous abondons une boutique dans un musée avec de nouveaux objets, avec de nouveaux tarifs, ces tarifs-là doivent être validés et présentés au conseil municipal pour acceptation et pour vote. Merci. Vous avez d'ailleurs la liste actualisée des objets qui sont mis en vente dans les différentes boutiques des musées et à la lieutenance. Merci Catherine. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Toujours Madame Fleury avec la gratification avec certains articles et produits dérivés, les goodies, issus des boutiques des musées. La délibération numéro 10 concerne la possibilité de gratifier avec certains articles et produits dérivés. Nos musées participent régulièrement à des actions culturelles sous forme d'actions de communication, d'événements municipaux, des inaugurations, la réception de personnalités, mais également de collaboration avec des partenaires locaux. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en gratuité d'articles des boutiques et de les sortir gratuitement du stock des boutiques et de sortir gratuitement du stock des boutiques quelques articles à certaines occasions. En effet, la distribution gratuite de certains articles, ce qu'on appelle les goodies, ça peut être des petits sacs, des stylos, des marque-pages, comme cela a d'ailleurs été le cas lors du colloque Satie 2025 100 ans d'héritage, contribue à la visibilité de nos structures, à leur identification. Toutefois, puisqu'il s'agit de gratuité, ces dons doivent être encadrés dans le nécessaire respect d'une saine gestion. Oui. Par conséquent, nous les sortons, il faut les sortir du stock et on s'aperçoit que lorsqu'on distribue gratuitement des petits objets, ça contribue à la visibilité de nos actions, à la visibilité de nos musées et c'est pratiqué partout ailleurs, quoi. Merci Catherine. Comme Madame Thévenin n'était pas là, merci d'avoir rapporté. Je pense pas qu'il y ait de souci, pas d'abstention. Ni de vote contre. On retrouve Patricia Sosso pour l'actualisation des tarifs de location des chalets et autres droits de place. Afin d'harmoniser et de simplifier les tarifs de location de chalets et autres droits de place, le Conseil doit délibérer pour les tarifs suivants. 35 € par jour pour un exposant occupant un chalet à temps plein, 50 € par jour pour un chalet loué de façon épisodique avec une location de 3 jours minimum et 20 € par jour pour un emplacement sans chalet. Merci. Merci, je ne pense pas que ça appelle de questions, c'est très clair et simple. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. On retrouve Monsieur Nicolas Pubreuil pour la demande de subvention de l'association ELA. Donc l'association européenne contre les leucodystrophies, qui est une maladie génétique rare mais qui entraîne des conséquences extrêmement graves avec malheureusement une espérance de vie d'une dizaine d'années. Donc cette association qui porte le nom Mettez Basket et Bas la Maladie, qui est soutenue chaque année par l'éducation nationale, propose aux établissements scolaires de participer évidemment pour sensibiliser les jeunes à cette maladie, au handicap et bien évidemment de récolter des fonds pour accompagner la recherche médicale et également les familles qui sont touchées par un enfant atteint de leucodystrophie. Donc en France, 2024-2025, plus de 583 000 élèves de tout niveau se sont impliqués dans l'opération. Et à Honfleur, je le précise, depuis de nombreuses années, nous avons des élèves qui participent et cette année, ce sont 120 élèves de l'école Champlain qui ont été mobilisés. Donc à nouveau, l'association ELA sollicite la ville de Honfleur pour une aide financière d'un montant de 300 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association ELA cette subvention. Merci, Monsieur Pubreuil. Est-ce que vous avez des questions sur la subvention? C'est très correct. Pas d'abstention ni de vote contre. C'est accepté. Je vous remercie. Toujours Monsieur Nicolas Pubreuil pour la demande de subvention de l'association APE Les Petits Monnaies d'Honfleur.
Donc là, nous sommes sur un petit moment de rattrapage. Sur l'exercice 2025, nous n'avions pas accordé à l'association Les Petits Monnaies de Honfleur la subvention habituelle d'un montant de 700 €. Donc c'est une délibération de rattrapage. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association cette subvention de 700 €. Merci beaucoup, M. Pubreuil. Pas d'abstention ni de vote contre. C'est accepté, je vous remercie. On laisse la parole à M. Pubreuil pour l'association Normandie Traverse avec leur projet Trophy Normandie. Donc le 4L Trophy existe depuis très longtemps. C'est une sorte de rallye-raid direction le Maroc, avec également une vocation humanitaire et d'apporter du matériel scolaire aux enfants du Maroc. Donc c'est rejoindre la capacité de la mobilisation de ces équipages et également la volonté d'accompagner les enfants au Maroc. Il s'avère que cette année, nous sommes sollicités par un équipage, un couple d'étudiants qui souhaitent impliquer nos écoles. Donc, je vais proposer aux écoles de Honfleur, aux enfants, d'accompagner ce projet. Et l'idée, sur le thème de l'amitié, est de construire un petit partenariat, un échange entre nos enfants de Honfleur et les enfants au Maroc. Et bien évidemment, les deux étudiants proposent également, à leur retour, de montrer un petit reportage aux enfants qui auront participé sur ce projet. Donc, l'association sollicite la ville de Honfleur pour obtenir une aide pour participer à ce 4L Trophy, et le conseil municipal est appelé à en délibérer avec une proposition à hauteur de 500 €. Merci, M. Pubreuil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose donc de suivre la proposition de la commission pour 500 €. Puis nous aurons un retour quand ils reviendront du voyage pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé, avec un reportage fait et la promotion de la ville, je suppose, là-bas. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Je repasse la parole à Madame Fleury pour l'adhésion au réseau des Français des musées de France. Oui, la délibération numéro 15 concerne l'adhésion à l'ICOM, International Council of Museums, pour les musées de Honfleur. Qu'est-ce que c'est que l'ICOM France? Eh bien, c'est le réseau français des professionnels des musées. Ce réseau est chargé de la promotion des musées, mais également de représenter et d'accompagner les professionnels des musées dans leur mission professionnelle, qu'il s'agisse de la gestion des collections, de la recherche de financement ou de l'adoption de nouvelles technologies. L'ICOM France est la section française de l'ICOM international qui dispose de 34 comités internationaux. Adhérer à l'ICOM France, c'est accéder au réseau ICOM international et ainsi bénéficier d'une ouverture à l'international par le biais de publications, de comités, de groupes de travail et surtout d'un accès également à un site internet spécifique. Le montant annuel est de 650 € et vous l'aurez tous compris, adhérer à l'ICOM est un plus pour nos musées et pour les professionnels de nos musées. Oui, ça a été vu avec Madame Loiseau, notre responsable. C'est pratiquement tous les grands musées de province le font. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Pas de questions, pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Barki pour la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens du centre social JSF. Merci, Monsieur le maire. Donc, depuis de nombreuses années, la ville de Honfleur apporte un soutien financier régulier à l'association Jeunes Seniors Famille. En 2022, la CCPHB et la ville de Honfleur ont souhaité renforcer le suivi des actions de l'association en instaurant une convention tripartite triennale ville de Honfleur, CCPHB, JSF. Cette convention a fait l'objet d'un avenant de durée visant à assurer une cohérence entre le conventionnement passé entre la Caisse d'allocation familiale et JSF et celui conclu entre les collectivités et JSF. La convention étant arrivée à son terme, il est proposé de conclure une nouvelle convention pour une durée de 4 ans. Cette convention définira les objectifs, les moyens mobilisés, les engagements réciproques, ainsi que les conditions de suivi et d'évaluation des actions menées par l'association au sein du quartier prioritaire de politique de la ville situé à Honfleur, Canteloup-Maroni-Buquet-Champlain. Vu la convention tripartite liant la ville de Honfleur, la CCPHB et l'association Jeunes Seniors Famille signée en 2022 et arrivée à échéance, vu l'avenant conclu d'assurer l'adéquation entre la convention CAF dont bénéficie l'association et les conventions passées entre les collectivités,
Considérant que la ville de Honfleur soutient financièrement depuis de nombreuses années l'association JSF pour ses actions menées dans le quartier prioritaire de la politique de la ville. Considérant la nécessité d'assurer un cadre stable et partagé pour le pilotage, le suivi, l'évaluation et le financement des actions conduites par l'association, considérant la mise en place d'une nouvelle convention pour 4 années qui permettra de définir les objectifs à atteindre, les moyens mobilisés, les engagements réciproques des partenaires ainsi que les modalités de suivi et de contrôle, considérant que la ville de Honfleur propose de maintenir sa participation financière à hauteur de 40 000 € par an sur la période 2026-2029, considérant que la collectivité se réserve le droit de suspendre le versement de la subvention en cas d'inexécution des engagements prévus dans la convention, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens liés à l'association JSF, donc joint à l'annexe, d'autoriser M. le maire à signer tous les actes afférents à sa mise en œuvre et d'accepter la participation financière de 40 000 € par an de 2026 à 2029. Merci, M. Barquet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Mme Budard. On avait évoqué à plusieurs reprises une présentation par JSF de leur action et de leur bilan. On n'a pas eu sur ce mandat. Donc je pense qu'en février, ça va être compliqué parce que c'est toujours un ordre du jour très, très intense. Donc je regrette qu'on n'ait pas eu de présentation, puisque quand même une association qu'on soutient fortement, même si elle est en dessous du seuil de 50 000. Oui, non, c'est vrai, on s'était engagé, mais la chronologie, le temps, les dossiers, le nombre, et ce serait en plus très intéressant parce que l'association, enfin la structure pourrait mettre en avant tout le travail qu'elle fait avec l'aide que nous lui apportons. Alors il y a les 40 000 €, il y a aussi les locaux, et puis il y a tout autour, j'allais dire, les bonnes volontés sur l'ensemble du territoire qui dépassent Honfleur, qui de plus en plus profitent, mais en même temps, j'allais dire, aident cette structure à se développer. Donc, pas de souci, c'est vrai que c'est dommage. Alors, je ne sais pas si ce serait un peu compliqué pour le dernier conseil en février de... Après, on peut très bien faire une séance plénière et puis les recevoir. Hein. Ça serait aussi une possibilité. Hein. On va regarder Mme Budin pour faire ça. Merci. À part, merci, la question de Mme Budin, pas d'abstention ni de vote contre, et pas de vote de Mme Ponce et de Mme Thomas, puisque les deux siègent au conseil d'administration. Je repasse la parole à Nicolas Pubreuil pour l'avenant à la convention Ville-École de Voile. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous avons, avec le CNH qui pilote l'école de voile à Honfleur, une convention triennale. Et il s'avère qu'au 31 décembre, cette convention prend fin. Et le CNH a des engagements évidemment importants, notamment au niveau de sa masse salariale et de ses investissements pour entretenir sa flotte de bateaux. Donc, il était très important que nous puissions sécuriser l'année 2026, qui est une année un petit peu particulière pour la municipalité. Donc, c'est pour ça qu'il est proposé de signer un avenant d'une année pour sécuriser les finances du CNH. Merci beaucoup, M. Pubreuil. Je ne pense pas qu'il y ait de questions. Vous connaissez aussi le sujet, mais n'hésitez pas. Hein, si jamais pas d'abstention, pas de vote contre, merci, c'est adopté. Convention de billetterie avec l'Office du tourisme. C'est Mme Fleury qui nous fait le rapport. La délibération numéro 18 vise donc une convention de billetterie avec l'Office de tourisme. Tout au long de l'année, la ville, par l'intermédiaire du service spectacle et manifestations, propose des événements avec, pour certains, une billetterie payante le soir de l'événement. Afin de renforcer la visibilité de ces événements, de faciliter la réservation en amont, d'augmenter l'attractivité, la ville souhaite que la billetterie soit accessible au comptoir de l'Office du tourisme et sur le site de l'Office de tourisme également. L'Office de tourisme accepte la mise en vente de cette billetterie. Cet accord doit faire l'objet d'un projet de convention. Il y en a déjà eu un par le passé et le projet de convention figure dans les documents que vous avez reçus en annexe. Il est donc proposé, si Monsieur le maire veut le demander au Conseil de voter, d'approuver la convention. Il s'agit juste d'une convention, elle sera valable jusqu'en 2028 et on en avait déjà signé une préalablement. Ce sont des conventions qui doivent être remises à jour en fonction de l'évolution des tarifs également. Tout à fait. Je
Je ne pense pas qu'il y ait de questions, c'est très très simple. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Barki pour l'avenant de la Convention relative à l'organisation des mesures de responsabilisation. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, vu la signature en février 2025 d'une convention relative aux mesures de responsabilisation, considérant les réflexions menées entre la ville de Honfleur, le principal du collège Alphonse Allais, le centre socioculturel JSF et les éducateurs spécialisés du département, concluant la nécessité d'apporter quelques compléments à laquelle convention, considérant que l'avenant proposé introduit plusieurs ajustements destinés à renforcer la cohérence et l'efficacité de l'accompagnement des jeunes concernés avec la mise en place de 2 parcours différenciés portés par la municipalité, permettant une orientation plus précise des jeunes en tenant compte de leurs besoins éducatifs, de leur niveau d'autonomie et de leur situation individuelle, l'intégration des éducateurs spécialisés permettant la rencontre avec les jeunes et la possibilité pour eux de solliciter les éducateurs en tant que besoin, la clarification du rôle ponctuel du centre socio-culturel JSF pour assurer une meilleure lisibilité du partenariat et une coordination plus efficace entre les acteurs impliqués, considérant que ces évolutions ont pour finalité d'améliorer la structuration du dispositif et d'assurer une prise en charge plus adaptée, plus cohérente et davantage en adéquation avec les besoins des jeunes accompagnés, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention entre la ville de Honfleur, le collège Alphonse Allais, JSF et le 14, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant. Merci beaucoup, Monsieur Barki. Pas de vote contre, pas d'abstention, c'est adopté. Nous passons maintenant à Madame Sosso pour la demande d'autorisation d'ouverture dominicale pour certains commerces et sociétés honfleuaises. Ainsi, Zoho, Lidl et Leclerc ont fait une demande de dérogation au repos dominical. Selon l'article L3132-26, le Conseil est appelé à voter pour ces demandes limitées à 5, à savoir le 6, 13, 20 et 27 décembre 2026 pour les commerces alimentaires et le 29 novembre, ainsi que le 6, 13, 20 et 27 décembre 2026 pour le commerce de fleurs, graines et aliments pour animaux. Oui, on va revenir en arrière, mais là-dessus, on peut délibérer. On le fait régulièrement, Patricia. Ce sont des commerçants qui ont besoin dans une ville comme la nôtre. Donc, vous avez les Lidl, Leclerc, Maxizou. Je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier, pas d'abstention ni de vote contre. Donc, c'est adopté. On passe juste au précédent. J'avais omis, parce qu'il a glissé entre 2 chemises, Madame Fleury pour la convention de mise à disposition d'agents de la Comcom à la ville pour les missions de police de l'urbanisme et conformité. Bon, alors nous récupérons la délibération numéro 20 qui concerne une convention de mise à disposition d'agents de la communauté de communes Honfleur-Beuzeville à la commune de Honfleur pour des missions de police, d'urbanisme et de conformité. Dans l'exercice du pouvoir de police de l'urbanisme et des conformités, la communauté de communes a proposé au maire de leur apporter du soutien via la mise à disposition d'agents qualifiés. Cette mise à disposition doit naturellement faire l'objet d'une convention. Aussi, il appartient au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention de mise à disposition d'agents de la communauté de communes pour des missions de police de l'urbanisme et de conformité à la commune de Honfleur, sachant que la communauté de communes dispose d'agents qualifiés pour aider les maires dans l'exercice de ce pouvoir de police en matière d'urbanisme et de conformité. Par conséquent, il appartient à monsieur le maire de faire voter cette délibération. Merci. Je pense qu'il n'y a pas de... Oui, monsieur Andros. Oui, bonjour. Il y a deux sujets. Le premier, c'est la forme. En fin de compte, cette convention sera signée entre le maire de Honfleur et le président de la CCPHV, oui. Par vous-même. Oui, mais est-ce que sur la forme juridique, est-ce qu'elle ne pose pas de problème? Non. Ou est-ce que vous avez un délégataire à la mairie pour première? Non, on peut prendre un arrêté de déport, mais en l'occurrence, non, mais on peut de toute façon prendre un arrêté de déport en demandant par exemple à monsieur Alvarez de signer pour la ville. Mais l'idée, c'est sur l'ensemble du territoire, c'est d'aider les petites communes
ou moyennes comme les nôtres, lorsqu'il y a des problèmes d'urbanisme, elles sont un peu seules. Alors, le maire doit, de toute façon, la loi est claire, le maire garde les pouvoirs d'urbanisme, de police du maire. Donc l'idée, c'est que là, comme mettre à disposition des agents assermentés, professionnels qui connaissent la réglementation en urbanisme, mais pour ça, il faut que le maire demande. Donc le maire demande à la Comcom, après en matière de signature, je revérifierai, mais apparemment là ça pose pas de problème, il n'y a pas de conflit. Mais dans tous les cas de figure, c'est simplement la mise à disposition de l'agent d'urbanisme de la Comcom sur un procès, par exemple un procès verbal de quelqu'un qui fait une exaction en urbanisme. Ça nous permet de réagir rapidement, et comme on n'a pas forcément les agents formés à ça, et que la Comcom les a, on trouve un peu dommage de réembaucher alors que c'est ponctuel. Heureusement, on n'a pas ça tous les jours, mais il n'y a pas de souci particulier. Donc la première question, c'est sur la forme. Donc il n'y a pas de souci que la convention soit signée par la même personne, même si par un mandat différent. Et la deuxième question, on est bien sur le périmètre et le territoire de Honfleur. Oui, oui. D'accord. Oui, donc là, c'est la mise à disposition de personnel de la CCPHB sur le territoire de Honfleur. Est-ce que vous avez des exemples concrets aujourd'hui sur des situations de non-conformité et de dressage de procès-verbal? Alors ça, on le met en place, Monsieur Ambossin, avec ce soir, on délibère, mais ça existait déjà, oui, et il y a eu à plusieurs reprises des interventions de l'agent responsable en urbanisme. Maître Navio pourrait mieux l'expliquer que moi. Je veux dire que là, oui, effectivement, c'est une délibération pour la commune de Honfleur, mais c'est pour toutes les communes du territoire de la CCPHB. Hein. Ça, c'est voilà. Et parce qu'en fait, effectivement, comme il a été indiqué, les pouvoirs de police en matière d'urbanisme restent attachés au maire. Combien même d'ailleurs les signatures des autorisations d'urbanisme peuvent être déléguées à la CCPHB, ce qui est le cas d'ailleurs pour la ville de Honfleur. Mais les pouvoirs de police, c'est quelque chose de différent, c'est vraiment attaché au maire. De telle sorte que, effectivement, c'est plus pratique pour toutes les communes, notamment les plus petites d'entre elles, que d'avoir la possibilité de bénéficier de personnes assermentées au niveau de la CCPHB. Et c'est pour ça qu'on a prévu, effectivement, au niveau de la CCPHB, de transmettre à toutes les communes cette possibilité de déléguer, effectivement, cette possibilité d'avoir la mise à disposition du personnel de la CCPHB au bénéfice des pouvoirs de police qui restent attachés aux maires et notamment des petites communes. Merci, Maître Navio. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Je pense que c'est qu'un plus. Au contraire, ça peut que nous aider à réagir quand il y a des problèmes. Pas d'abstention, pas de vote contre. Encore une fois, merci. On passe, Madame Soso, on est passé. Monsieur Alvarez, modification du tableau des effectifs comme chaque année. Donc, modification du tableau des effectifs. Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par leurs organes délibérants et qu'il leur appartient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi précitée. Portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant qu'il est indispensable de mettre à jour ce tableau des effectifs en cas de modification, de création, de suppression ou de modification de la durée hebdomadaire d'un poste. Considérant qu'il convient de créer des postes pour des recrutements en cours de prévision de départ en retraite et pour intégrer des agents contractuels, contrats aidés, il est ainsi proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs comme suit, que vous avez sur votre titre. Merci, Monsieur Alvarez. On le retrouve chaque année, hein, l'évolution des effectifs, ceux qui partent, ceux qui partent en retraite, ceux qui rentrent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que c'est fait en plus avec la commission du personnel. Pas d'abstention ni de vote contre, c'est adopté. C'est toujours Monsieur Alvarez, pareil, pour le rapport social unique pour l'année 2024, comme chaque année. Communication du rapport social unique, le RSU, pour l'année 2024. Considérant que le rapport social unique rassemble les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion qui permettent aux employeurs publics de formaliser ou de mettre à jour leur stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, considérant que le RSU doit être réalisé tous les ans, considérant que la présentation du RSU donne lieu à un débat en comité social territorial et qui doit être communiqué à l'Assemblée délibérante. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la communication du rapport social unique portant sur les données ressources humaines de l'année 2024. Il y a le rapport de synthèse qui
Il est joint. Merci, Monsieur Alvarez. Pas de problème particulier sur la délibération, pas d'abstention, ni de vote contre. Je vous remercie. On passe à Monsieur Nicolas Pubreuil pour la note numéro 24 sur la hausse de la participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire de santé des agents. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, tout est dans le titre. Actuellement, donc, les informations, c'est qu'il y avait 12 € par agent de participation de la collectivité pour cette complémentaire, les mutuelles, 10 € par conjoint et 5 € par enfant dans la limite de 10 €. Donc, il est proposé au conseil municipal de revaloriser la participation au financement de ces contrats individuels de protection sociale complémentaire. Je vais revenir sur le terme labellisé. En passant à 15 € par agent, 10 € par conjoint et 5 € par enfant dans la limite de 10 € pour 2 enfants ou plus, quelle que soit la quotité de travail de l'agent, sous réserve qu'il produise un justificatif de cette labellisation chaque année. Et donc une mutuelle labellisée est une complémentaire santé dotée d'un label qui met en valeur les contrats qui répondent à des critères sociaux de solidarité. Donc les agents peuvent choisir ou pas une mutuelle labellisée, mais il faut que cette mutuelle soit labellisée pour bénéficier du soutien de la collectivité. Donc il est proposé au conseil municipal de revaloriser cette participation. Voilà, de 12 à 15 € notamment. Pas de problème particulier, pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Extrait des notes, donc je vous propose aussi, là, le point numéro 25, c'est l'acceptation d'un don de 1 000 € d'un donateur anonyme qui souhaite absolument rester anonyme, qui a bien précisé que ce don était fait au profit du musée Eugène Boudin d'Honfleur. Donc ça peut être dans le cadre d'un achat d'une œuvre, ça peut être dans le cadre d'une opération spéciale pour le musée. Le 12 septembre dernier, c'est un office notarial qui nous a contactés pour que la personne puisse garder l'anonymat. Maître Thomas Mustel, Marie-Ardouin Mustel, notaire à Blangy-sur-Brel, au Mal, a pris contact avec le musée Boudin afin de lui faire part de la volonté d'une personne souhaitant garder l'anonymat de faire un don de 1 000 €. Je vous propose donc d'accepter ce don. Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Oui, monsieur Rambaud. Oui, une petite question. Donc là, c'est un don qui est au profit du musée et pas de l'association. Non, du musée, oui. Hein, c'est le musée Oui. par acte notarié. Oui, tout à fait. Merci. Pas d'abstention, pardon, pas de vote contre. Point numéro 26, monsieur Nicolas Pubreuil, pour la prise de participation de la commune d'Honfleur au sein de la SIC Enercop Normandie. Donc la ville de Honfleur s'est engagée dans des démarches en faveur de la transition énergétique, contrat de performance énergétique, suivi des consommations des bâtiments publics, démarche de schéma directeur immobilier, construction d'équipements vertueux, le dernier en date, le nouveau bâtiment petite enfance sur le site Beaulieu, qui va accueillir dès 2026 la crèche Les Petits Moussaillons. Cette coopérative Enercop est née en 2005 pour proposer une alternative citoyenne au moment de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité. Donc cette société permet aux sociétaires de détenir et porter leurs projets de transition énergétique. Producteurs, consommateurs, salariés, partenaires et collectivités décident ensemble des orientations stratégiques de la coopérative et élisent leurs représentants au conseil d'administration. Vous trouverez les statuts en annexe. En 2024, ce réseau totalisait 13 coopératives, plus de 524 producteurs, près de 212 000 clients, 67 000 sociétaires et 12 000 clients professionnels. Elle vise 3 objectifs. Fournir une énergie locale et 100% renouvelable aux particuliers, professionnels et collectivités de la région Normandie. Investir collectivement dans des moyens de production d'énergie renouvelable de divers types, hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse. Et fournir des services pour la maîtrise de l'énergie et la réduction des consommations. Formation, conseil, diagnostic, achat groupé, responsable d'équilibre. Enercop est ainsi une réponse concrète à la nécessité d'impliquer largement et directement les acteurs d'une région dans les choix énergétiques en leur permettant d'acquérir des parts sociales et de participer à la prise de décision sur les questions énergétiques locales d'un nouveau modèle énergétique propre, sobre, juste et démocratique. Dans la catégorie collectivités territoriales et leurs groupements, le nombre de parts sociales à acquérir dépend du nombre d'habitants résidant sur le territoire. Pour la ville de Honfleur, dont la population principale est comprise entre 2000 et 9999 habitants, le nombre de parts à acquérir serait de 2 pour un montant de 100 € la part, soit 200 € par année. La commune devra désigner un représentant au sein du collège collectivité territoriale et entreprises locales de distribution et disposera d'une voix à l'Assemblée générale. Considérant que la prise de participation
au sein de la société coopérative d'intérêt collectif SIC, Enercop Normandie s'inscrit dans une démarche globale en faveur de la transition énergétique avec une forte dimension territoriale, partenariale et démocratique. Considérant que les principaux objectifs de Enercop Normandie correspondent au projet de la commune de Honfleur, considérant que les services proposés par Enercop Normandie sont de nature à faciliter la transition énergétique souhaitée par la commune, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la prise de participation à hauteur de 200 € de part sociale au capital de la société coopération d'intérêt collectif à capital variable Enercop Normandie, de désigner un représentant communal au sein du collège collectivités territoriales et entreprises locales de distribution, et pour ce faire, de ne pas procéder à un scrutin secret, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer le bulletin de souscription de part de capital. Merci, monsieur Pubreuil. C'est intéressant parce qu'en plus, ça va nous aider dans le cadre de la crèche à bénéficier d'une structure d'appui et d'aide, et puis pour récupérer peut-être en matière d'énergie. Donc, je vous propose de délibérer si vous êtes d'accord sur le texte qu'on vient de lire. Il n'y a pas de problème particulier, pas d'abstention, pas de vote contre. Et il faut aussi délibérer sur un représentant. Donc, comme M. Pubreuil l'a proposé, je vous propose de ne pas faire de vote au bulletin secret parce qu'on n'a pas. Et je vous propose, comme c'est normal, de donner de ce poste à M. Nicolas Pubreuil, qui est adjoint au développement durable à l'environnement. Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Madame Budin, pardon. J'ai une question qui est un petit peu à côté, oui. Mais du coup, cette question me fait penser au déploiement de la fibre. On en est où du déploiement de la fibre sur Honfleur? Est-ce que Nourdine, vous avez des informations? Donc, j'ai l'impression que ça, je ne sais pas si vous entendez les uns les autres. Concernant le développement de la fibre, donc avec Altitude Infra qui est le nouveau partenaire, que les choses se déroulent normalement. Moi, à mon niveau, je n'ai plus de demandes de Honfleuret. J'ai eu quelques demandes à l'extérieur de Honfleur, notamment sur la commune d'Équemoville, dans certains chemins où l'installation de la fibre posait un certain nombre de problèmes. Et au cas par cas, on essaye de solutionner les choses. Merci, monsieur Barki. Point numéro 27, on retrouve madame Fleury pour l'indemnité de gardiennage des églises. La délibération numéro 27 concerne en effet l'indemnité de gardiennage des églises pour les années 2025 et 2026. Pour rappel, il y a 2 circulaires qui s'appliquent à l'indemnisation des préposés en charge du gardiennage des églises communales. L'une de 1987 est relative à l'indemnisation elle-même, l'autre datant de 2011 traite des modalités de revalorisation de cette indemnité. Sachant que les plafonds des indemnités applicables peuvent être revalorisés au même taux que les indemnités qui sont allouées aux agents publics. Toutefois, lorsqu'il y a, à défaut d'évolution réglementaire postérieure, les plafonds applicables seront applicables en l'espèce à ceux de 2024. Il est proposé au conseil municipal de fixer l'indemnité annuelle de gardiennage des églises pour l'année 2025 à 503,45 €, soit le montant maximum autorisé pour un gardien résident dans la commune, et de fixer l'indemnité annuelle de gardiennage des églises pour l'année 2026 à 503,45 €, sous réserve naturellement d'éventuelles revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. En cas de mise à jour nationale des plafonds, le conseil municipal, naturellement, procéderait à un ajustement ultérieur afin de ne pas pénaliser au niveau des indemnités les gardiens des églises de notre collectivité. Je pense qu'il n'y a pas de... Si Catherine, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, alors, une petite question. Donc aujourd'hui, si je prends l'église Sainte-Catherine, je sais qu'il y a des bénévoles qui sont à l'ouverture et à la fermeture de l'église. Et donc là, ce sont des gardiens dont l'objet
Et lequel? C'est être présent? Non, c'est attribué au prêtre, monsieur Embauche, chaque année. Ça fait à peu près, je regardais 40-45 € par mois. C'est attribué au prêtre dans le cadre où il est celui qui détient les clés, qui ouvre et qui ferme l'église. On n'a pas besoin, nous, d'envoyer du personnel le faire. Puisqu'il ne faut pas oublier que l'église est un bâtiment communal. Voilà. Depuis la séparation de l'église et de Oui, l'État. tout à fait. La séparation de l'église et de l'État, on a récupéré les bâtiments. Et donc vous avez combien de gardiens? Non. Ah non, il n'y a pas de gardien. C'est justement, versé. ça nous est Si dit. tout le monde parle, on va comprendre. C'est une indemnité totale versée une fois par an au prêtre de l'église puisqu'il ouvre, il ferme un bâtiment communal. Bon, pour les autres établissements, les jardins, les salles de sport, on a des services techniques, comment on appelle ça, des gens qui sont en permanence, des astreintes, et qui, eux, sont payés par la ville, bien sûr. Mais là, c'est un bâtiment qui est remis au culte, et donc on se dit, plutôt que d'envoyer quelqu'un de la ville, dans l'absolu, ce serait la possibilité, ouvrir et fermer les portes, on donne cette indemnité dans toutes les communes de France. Pas d'autres questions? Pas l'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Et on passe 28, on retrouve monsieur Barki pour les décisions prises par le maire. Merci, monsieur le maire. Donc, vu la délibération du conseil municipal du 28 juin 2021, donnant délégation de pouvoir à monsieur le maire, notamment pour ester en justice, considérant que monsieur le maire doit rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre, monsieur le maire informe le conseil municipal que le 3 octobre 2025, il a décidé d'engager une procédure de référé devant le tribunal administratif de Caen pour demander la nomination d'un expert judiciaire afin de préciser les risques encourus par les immeubles situés au 84, 86 et 88 quai Sainte-Catherine et 14-16 rue du Dauphin à Honfleur et la nature de l'urgence. Le 7 octobre 2025, il a décidé d'ester en justice et de désigner le cabinet Admis, avocat associé domicilié à Lyon, pour représenter et défendre les intérêts de la commune de Honfleur devant le tribunal judiciaire de Lisieux dans un contentieux. Le 16 octobre 2025, il a décidé d'engager une procédure de référé devant le tribunal administratif de Caen pour demander la nomination d'un expert judiciaire afin de préciser les risques encourus par la structure de la cheminée 6 rue Cachin à Honfleur et la nature de l'urgence. Merci. Merci, monsieur Barki. Je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières. Pas d'abstention, ni de vote contre. C'est adopté. Je vous remercie. Et on passe donc aux communications. Alors, j'ai quelques manifestations dans le cadre des fêtes de fin d'année, je vous annoncerai tout à l'heure, mais là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir demander à monsieur Christophe Buisson, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, de nous faire un point d'étape maintenant sur la régulation des meublés de tourisme, puisque c'était l'engagement qu'on avait pris après cette année de travail et d'études. Oui, pardon, monsieur Ambros. Pareil, sur la forme, donc ces éléments qui seront formulés par monsieur Bisson ne font pas office d'un document qu'on a pu recevoir 5 jours avant le conseil municipal. Donc c'est pas pour décision, c'est une photo. Mais c'est une information, voilà. Une photo, et on aura par la suite les documents. Oui. Oui, je pense que les documents, on pourra les transmettre. Oui, monsieur Ambros. Et là, on l'a fait en juin 2023, Christophe va nous rappeler ça. Et donc, l'idée, c'était qu'on fasse un petit bilan d'étape, qu'on vous donne une information à cette époque. Je pense que tout à fait. Ce qui me paraît important, c'est de l'avoir en ordre du jour, mais pas en fin de conseil municipal, si c'est la pratique sur Honfleur. Donc, on est bien d'accord qu'on aura ces éléments par la suite. Oui, vous aurez les documents. Il n'y a pas de souci. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Non, oui. C'est public, oui. Oui, monsieur Buisson. Merci. Oui, merci. Effectivement, comme nous nous étions engagés, donc on regarde la nouvelle réglementation effectivement des meublés de tourisme mise en place en janvier 22. Donc, on avait fait un premier rapport d'étape donc en mai 23, donc avec une petite année effectivement d'antériorité. Et aujourd'hui, on est à même de vous donner effectivement cette deuxième évaluation. Pour répondre effectivement, je veux dire donc à la question, vous le verrez au-delà de l'état des lieux et du constat, il y a un certain nombre de préconisations donc qui sont mises en avant et qui font l'objet effectivement, je veux dire de présentation, de discussion au sein de la commission qui avait déjà travaillé à la mise en place effectivement de cette réglementation. Donc juste rappeler très rapidement les éléments de contexte. Donc avec les objectifs donc qui étaient associés à cette réglementation, à savoir effectivement préserver l'offre de logements donc permanent donc pour nos habitants,
assurer la tranquillité des habitants et entretenir le mieux vivre ensemble avec nos visiteurs, donc, et puis permettre aussi donc, et entretenir aussi une activité touristique équilibrée donc, sur la ville de Honfleur. Donc pour ce faire, donc, les mesures donc, proposées reposaient en fait sur deux points. Un premier point, une obligation de disposer d'un numéro d'enregistrement, donc qui est un préalable, en tout cas pour pouvoir être présent sur les plateformes effectivement de location donc en meublé de tourisme. Donc cette mesure, elle a été en application effectivement depuis mars 2022, et la deuxième obligation, c'était de solliciter une demande d'autorisation de changement d'usage. Donc ça, c'était une disposition qui était propre à la commune, donc et permettant effectivement, je veux dire, compte tenu de l'attention, de justifier, de motiver donc l'affectation ou non en meublé de tourisme. Par ailleurs, effectivement, je veux dire donc, et par décision de Monsieur le maire et du conseil municipal, donc il avait été décidé d'autoriser le changement d'usage en illimité pour tous les meublés de tourisme qui étaient déclarés en conformité donc avec la réglementation, c'est-à-dire disposer d'une déclaration CERFA donc établie avant le 31 décembre 2021. Donc, mais et je souligne ce point parce que il expliquera effectivement les ajustements, je veux dire, qu'on a pu constater sur les mois, voire années donc, qui ont suivi. Néanmoins, les propriétaires se doivent de réaliser les formalités régies par la nouvelle réglementation, à savoir demander l'autorisation effectivement de leur numéro d'enregistrement, mais aussi la demande d'autorisation de changement d'usage donc auprès de la mairie. Donc l'autorisation de changement d'usage était accordée pour une durée de 3 ans pour les personnes donc physiques donc et pour un seul logement. Donc autorisation éventuellement renouvelable donc une fois, et une autorisation de changement d'usage avec compensation immédiate donc pour les personnes morales, donc sociétés, SCI ou autres schémas juridiques. La compensation ne pouvant se faire qu'avec un bien n'ayant pas vocation d'habitation ni de commerce. Donc, la photo qui vous avait été présentée en mai 23, donc 1534 locations de meublés de tourisme recensées, donc 1204 avaient un numéro d'enregistrement, donc qui était un peu, je rappelle, le préalable pour être sur les plateformes. 548 avaient fait la demande de changement d'usage. Et donc, on avait finalement à peine 31% donc, des meublés de tourisme qui étaient en conformité donc, avec leur réglementation, c'est-à-dire qui disposaient à la fois leur numéro d'enregistrement et le numéro de changement, la demande d'autorisation de changement d'usage. En termes un peu de diagnostic d'état des lieux, 50% des propriétaires étaient normands, 60% des meublés de tourisme identifiés avaient donc une activité faible, voire nulle en termes de nuitée. Et 609 biens appartenaient à 114 personnes qui ont au moins 3 biens. Et donc, et dans ces propriétaires, donc 24% étaient des personnes morales. Donc une concentration, vous le verrez un petit peu plus tard, effectivement, sur des plans, puisque plus de 74% effectivement des meublés de tourisme sont concentrés, je veux dire, dans le centre historique de Honfleur, donc dans le secteur PCMV, avec entre autres concentration rue Haute, rue Saint-Léonard, rue du Puy, etc. Donc, on a pu constater, donc, au fil, effectivement, je veux dire, des années, quand même, un certain ralentissement, en tout cas, de l'activité de meublé de tourisme. Donc, c'est effectivement, je veux dire, un point qui a été souligné par les professionnels, que ce soit les conciergeries, que ce soit effectivement les notaires et agences immobilières, en disant effectivement, je veux dire, en ayant une autorisation pour 3 ans, renouvelable une fois, donc 6 ans, on réduisait finalement, je veux dire, le côté investisseur, donc rentabilité de l'investissement, parce que ça supposait, je veux dire, donc un amortissement, donc à minima, effectivement, sur 6 années. Donc, quelques pistes, effectivement, je veux dire, d'amélioration avaient déjà été évoquées lors du bilan 23, c'est-à-dire d'une part, effectivement, de passer d'une autorisation temporaire de 3 ans renouvelable, donc une fois,
à une autorisation sèche d'une durée de 3 ans, donc peut-être être encore plus strict sur la durée effectivement allouée à l'exploitation d'un meublé de tourisme, et aussi inciter, c'était le corollaire, les porteurs de projets meublés de tourisme à proposer aussi du logement à l'année. Donc ça, c'était nos réflexions, les préconisations, en tout cas propositions au niveau de la ville de Honfleur. Et puis effectivement, je veux dire, puisque c'est un sujet national qui dépasse le cadre de notre territoire, donc il y a eu un certain nombre de dispositions qui étaient déjà projetées par l'État. Donc entre autres, soumettre les meublés de tourisme aux mêmes exigences en termes de performance énergétique, prévoir aussi des outils au niveau du code de l'urbanisme pour encadrer les meublés de tourisme, donc inscription dans les PLUI de quotas, donc pour dédier le zonage à la résidence principale, et puis réformer aussi le régime fiscal qui restait effectivement fortement avantageux, je veux dire, pour les propriétaires de meublés de tourisme. La photo, donc en octobre 25, donc l'ensemble de ces chiffres, effectivement, sont le corollaire, effectivement, de l'exploitation statistique, d'un certain nombre, effectivement, de données issues statistiques de la taxe de séjour, issues donc des données Elan. Donc les données Elan, c'est des données qui nous sont fournies par le ministère de l'économie et qui sont effectivement, je veux dire, le regroupement en fait de l'ensemble des données transmises par l'ensemble des plateformes, effectivement, je veux dire, donc de meublés de tourisme. Donc la photo, effectivement, vous l'avez. Donc on passe, je veux dire, de 1534 meublés de tourisme à 1147. Donc en octobre 25. Le nombre, donc si je fais zoom directement sur 25, puisque c'est ce qui nous intéresse, la photo présente, on en a 1090 donc hébergements actifs, donc qui ont leur numéro d'enregistrement, donc qui peuvent exercer, qui peuvent être enregistrés effectivement sur les plateformes, et 984 donc qui ont fait la demande de changement donc d'usage donc au bilan 25. Donc on a aujourd'hui quasiment plus de 90% donc des meublés de tourisme sur la ville de Honfleur qui sont en conformité avec la réglementation. Donc là vous avez un peu donc une illustration donc des différentes demandes donc changement d'usage qui ont pu être effectivement formulées au travers donc des années passées. Donc avec effectivement, je veux dire donc et on va le voir un tout petit peu plus tard, donc une mise en conformité d'un certain nombre de meublés qui avaient les autorisations en illimité, donc en conformité avant le 31 décembre 2021, mais qui n'avaient pas, malgré les communications donc dans la presse, sur le site internet de la ville ou autre, fait cette démarche administrative, au moins de venir en mairie faire cette demande d'autorisation de changement d'usage qui là était qu'une simple formalité puisque associée à l'exploitation en conformité avec ce document CERFA, effectivement des meublés de tourisme. Merci Christophe. Non, ah non, pardon. Il attendait. Non, c'est pas encore fini. Non, je croyais qu'il était... Donc, là, on peut passer. Là, c'est sur la présentation, effectivement, je veux dire, des données. Comment a-t-on obtenu, effectivement, donc ces chiffres. Donc, voilà. Là, déjà, un petit peu, effectivement, je veux dire, donc, une photo de la localisation des meublés de tourisme, donc, sur la ville. Donc, comme je vous le disais précédemment, effectivement, une forte concentration, effectivement, sur le secteur du PCMV. Une répartition ensuite, donc on sait, et j'en profite d'ailleurs pour remercier les services de la ville, donc Madame Origeon, Monsieur Achouri, mais aussi effectivement un jeune étudiant donc de l'université de Caen, Axel Lecoq, qui a fait un travail remarquable, effectivement, je veux dire, d'analyse à la fois de données statistiques et d'analyse terrain. Donc, puisqu'il a fait le tour, en fait, de l'ensemble, effectivement, je veux dire, des rues de la ville, a repéré les boîtes à clés, a pu discuter aussi avec un certain nombre, effectivement, d'acteurs, donc, du territoire. Donc là, vous avez un petit peu la photo, donc, pas
pas de mystère, effectivement, sur rue Haute, rue Saint-Léonard, rue du Puy, donc des nombres de meublés de tourisme, je veux dire, donc relativement important, pour pas dire important, très important. Donc, le constat, effectivement, on a 100% des meublés qui sont répartis sur 548 adresses. 43% de ces adresses accueillent d'ailleurs plus d'un meublé de tourisme et 14% des adresses ont plus de 4 meublés de tourisme. C'est-à-dire que concrètement, c'est une maison ou un immeuble où à l'intérieur, effectivement, je veux dire, duquel, et pour un numéro de rue donné, effectivement, il y a 1, 2, 3, 4 ou plus meublés de tourisme, effectivement, dans donc, ce bâtiment. En même temps, donc toujours dans les datas, donc on a récupéré ici, effectivement quelques données donc qui seront issues du collectif national donc des habitants. Donc c'est une suivi effectivement dans le temps des statistiques, en particulier donc des biens disponibles sur Airbnb, puisque c'est la seule plateforme aujourd'hui qui accepte de partager, je veux dire, les données statistiques effectivement, je veux dire, de son portefeuille client. Et l'extraction de ça met en exergue, alors au niveau national, une baisse de 6 points. On la retrouve à peu près effectivement sur notre région. Et pour Honfleur, une baisse de 10 points, effectivement, je veux dire, depuis sur la période 22, je veux dire 25, et même de 11 points si je prends les 2 dernières années. Les profils, on l'a un petit peu vu tout à l'heure, donc, mais là un petit peu une photo un petit peu plus détaillée entre l'ensemble des meublés, les propriétaires mormons, les propriétaires, effectivement, je veux dire, donc, d'Île-de-France ou d'autres territoires nationaux ou internationaux, et puis la répartition, effectivement, c'est-à-dire le raccourci, c'est quand même sur les 63%, effectivement, des meublés de tourisme, 75% donc, habitent à Ville de Honfleur. Donc derrière cet état des lieux, effectivement, l'objet c'était de pouvoir quand même s'assurer du contrôle donc, et du respect de la réglementation. Donc il y a une première phase, effectivement, je veux dire, de travaux qui ont été engagés en termes de suivi administratif. Donc s'assurer, en tout cas, donc un travail aussi lent et rébarbatif, c'est-à-dire que s'assurer sur les plateformes de la conformité des numéros d'enregistrement, puisqu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, les plateformes n'ont pas l'obligation de s'assurer que le numéro d'enregistrement donc, est correct. C'est uniquement avoir 13 chiffres. Donc l'exercice, là aussi, je dirais, et au regard de la convention qui existe entre la ville de Honfleur et Airbnb, Airbnb nous a donné des accès, effectivement, à leur plateforme. Leurs possibilités, ils ne le font pas eux, mais c'est une obligation en fait que l'État va imposer à l'ensemble des plateformes à partir de 2026. Donc, nous a permis d'aller, on va dire annonce par annonce, vérifier que le numéro d'enregistrement effectivement était correct, qu'il n'y avait pas deux biens qui étaient enregistrés avec le même numéro d'enregistrement, et la possibilité, en tout cas pour le personnel de la ville assurant ce suivi, de bloquer l'annonce. Donc, ça veut dire que Airbnb, derrière, transmet un email au propriétaire en disant votre numéro d'enregistrement, la ville de Honfleur a constaté que votre numéro d'enregistrement n'est pas bon, vous avez 48 heures pour vous mettre en conformité, à défaut, vous sortez de ma plateforme, puisqu'il y a quand même derrière une co-responsabilité. On a fait effectivement aussi un certain nombre de courriers de relance. Donc j'y reviendrai, des déplacements sur site, l'analyse aussi des annonces pour s'assurer effectivement, je veux dire, de leur conformité, et puis un peu entre guillemets surveillance, en tout cas d'observation, je dirais plutôt effectivement des signes extérieurs pour voir si sur tel ou tel endroit il y a une activité de meublé de tourisme qui n'est ou qui ne serait pas déclarée. Donc voilà, là c'est le travail effectivement, je veux dire, donc d'Axel qui a fait le tour effectivement de l'ensemble de notre commune pour observer soit la présence effectivement, je veux dire, de boîtes à clés, donc sur la présence effectivement d'affichettes annonçant effectivement la possible activité de meublé de tourisme, de location ou autre dessus.
Là, donc, dans l'intervalle, donc avant d'arriver effectivement à cette photo à date, donc je vous évoquais tout à l'heure effectivement, je veux dire des courriers de relance. Donc en juillet dernier, nous avons relancé 369 donc propriétaires qui n'étaient pas en conformité encore avec la réglementation, c'est-à-dire en termes en particulier, je veux dire sur l'absence d'autorisation de changement d'usage. Donc, les sommant, effectivement, je veux dire, de se mettre en conformité dans les 30 jours. Donc, sur cet état, donc sur ces 365, il nous reste effectivement aujourd'hui donc 166 donc, meublés de tourisme qui sont encore, effectivement, je veux dire, donc en anomalie. Donc, avant quand même, pour revenir sur les sujets, effectivement, je veux dire, donc, d'anomalie, il y a toute une procédure aujourd'hui de sanctions qui est régie, effectivement, je veux dire, par le Code de l'urbanisme, donc, dessus. Donc, il y a des démarches, effectivement, qui vont être engagées, qui ont déjà été instruites, donc, avec un courrier de mise en demeure au-dessus. Ensuite, les dossiers partent au tribunal, effectivement, je veux dire, de Lisieux, et c'est le tribunal de Lisieux qui statue sur la suite à donner, en particulier sur le montant, effectivement, je veux dire, des amendes. Donc, aujourd'hui, pour revenir, effectivement, sur le suivi du respect de cette réglementation, donc, il est basé avant tout, effectivement, sur du qualitatif avec le retour des professionnels, mais aussi effectivement sur les travaux de contrôle des services de la ville, de coopération avec les plateformes. Donc c'est un travail c'est un travail sur un temps long, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain donc figer effectivement donc les choses. Par contre, effectivement donc maintenir une ligne, je crois que c'est le maître mot, puisque aujourd'hui on a pu rencontrer un certain nombre de propriétaires, donc ayant tous un peu parfois des raisons valables ou non valables de dire ben non, ben oui, je suis pas en conformité, mais j'ai tel ou tel sujet, j'ai tel ou tel souci. Donc il y a une ligne qui est tenue, il y a un règlement, je veux dire, donc qui est connu, qui a été largement partagé, largement diffusé. Donc aujourd'hui, il y a une règle, et la règle, elle doit s'appliquer, et elle doit s'appliquer pour tous. Sur effectivement les évolutions réglementaires, alors on revient dans le cadre un petit peu plus général, où je rappelle en octobre 23, et dans le cadre des mesures qui ont été ensuite déclinées par la loi Le Meur en 24, Monsieur le maire avait écrit donc à notre député pour appuyer cette demande effectivement, je veux dire, d'évolution de la réglementation. Donc aujourd'hui, effectivement, cette loi en place depuis fin 24 donne plus de pouvoir, effectivement, je veux dire, aux maires, permet d'inscrire des interdictions et des quotas, plus facile aussi grâce au PLUI. Il y a des régimes fiscaux, maintenant les régimes fiscaux est effectivement moins avantageux et aligné avec le logement à l'année. Des amendes, en tout cas au moins dans la stature du Code général, qui se veulent plus élevées. Et puis l'extension de la restriction, effectivement, des DPE, donc prévu par la loi climat et résilience, qui s'appliquera aussi au meublé de tourisme en 2026. Donc aujourd'hui, donc pour poursuivre effectivement, je veux dire, nos actions et missions, donc il y a un effet ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement la compensation est un effet, et en tout cas le système de compensation tel qu'il est aujourd'hui en vigueur, donc il est dissuasif, donc puisque finalement la compensation est quasiment impossible, donc, puisque si on exclut des commerces et des locaux à vocation d'habitation, ça serait transformer éventuellement des garages, je veux dire donc en logement, ce qui n'est pas forcément non plus, je veux dire, un objectif. Donc un des sujets, une des propositions effectivement d'évolution de la réglementation qui sera présentée effectivement à notre commission, c'est d'instaurer un mécanisme donc de contrepartie, c'est-à-dire j'ai mon meublé de tourisme, donc on est toujours, je rappelle, pour une personne physique, c'est un meublé de tourisme par personne, où finalement mon autorisation elle va être valable
au bout de 6 ans, puisqu'au bout de 6 ans, elle va s'éteindre, donc sur des demandes, en tout cas pour les premières qui ont débuté en janvier 22, donc 6 ans, c'est loin, mais bientôt aussi. Donc c'est la possibilité effectivement de dire aux propriétaires de meublés de tourisme, vous pouvez continuer à poursuivre cette activité, mais ça passe par la mise à disposition effectivement d'un logement d'une surface somme toute identique, pas forcément dans le même quartier, à l'année. Donc en gros, appliquer une règle un petit peu de 1 pour 1. Donc là, il y a des travaux qui sont en cours à la fois avec les services techniques de la ville et celles de la CCPHB pour définir effectivement, je veux dire, donc juridiquement, dans quel cadre on peut mettre effectivement, je veux dire, cette disposition en place, puisque l'objectif, c'est bien sûr s'assurer que le logement qui se dit fléché à une location effectivement à l'année, il est bien effectivement exploité, je veux dire, sur ces bases-là. Est-ce qu'il faut aller ensuite vers des loyers, je veux dire, encadrés, je veux dire, puisque la finalité quand même de tout ça, c'est de pouvoir, je veux dire, donc proposer à nos habitants, je veux dire, des solutions de logement, donc sur notre ville. Autre sujet aussi, c'est prendre en compte les statuts des SCI qui bénéficient, je rappelle, d'une autorisation en illimité avec compensation immédiate. Donc quand je dis évolution des statuts de SCI, c'est-à-dire que si à l'intérieur de la SCI, j'ai des actionnaires qui changent, donc je devrais aussi avoir la possibilité, dans ce cas, de casser l'autorisation en illimité, puisqu'on peut garder une même société et faire tourner ses actionnaires. On a rappelé donc l'inscription aussi en règlement de copropriété, même si, je vais dire, c'est plus une disposition que je qualifierais d'administrative, puisque de toute façon, le règlement de copropriété, finalement, il est régi par son conseil syndical. Donc si à l'intérieur de la résidence, il y a une majorité des gens qui veulent surseoir donc, à cette disposition limitant ou interdisant les meublés de tourisme, ils ont le loisir ou la possibilité de le faire. Après, on a regardé ce qui se faisait un petit peu aussi sur d'autres communes. On est sur de la niche, hein, je veux dire, mais sur l'île d'Oléron aujourd'hui, il y a une politique incitative, effectivement, des pouvoirs publics, de la collectivité, d'inciter des propriétaires de résidences secondaires qui finalement n'y viennent pas forcément tous les week-ends ou de manière régulière, de mettre effectivement leurs biens en location à l'année, en tout cas sur une durée de bail. Autre point aussi, donc, c'est le blocage des nouvelles autorisations de courte durée dans le centre historique, donc hors bien sûr meublé inhabitable à l'année. C'est une disposition qui avait été initiée à l'origine par la ville de Saint-Malo, c'est-à-dire ça s'appelle une politique de quotas, donc qui avait fait l'objet effectivement d'une contestation par les propriétaires et les tribunaux donnaient raison. Il y a une jurisprudence, donc les tribunaux donnaient raison. Donc la réflexion là aussi, c'est de dire alors. On ne va pas refaire le match, vous ne pouvez pas aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, rue du Puy, 84, je veux dire meublé de tourisme, on ne va pas dire demain, on en veut 50 et dire j'en ai limite 34 comme ça de manière arbitraire, mais simplement par rapport aux échéances qu'on a en place, c'est aussi à nous de cartographier dans certaines rues le nombre maximum de meublés de tourisme qui peut être autorisé ou sur une adresse, effectivement, je veux dire, de données. Et à partir, effectivement, du moment où les autorisations tombent, il y a un système aussi de liste d'attente. Si tout à coup, il y en a plus de 40, c'est le premier inscrit sur la liste d'attente qui pourrait éventuellement, je veux dire, faire une demande pour exercer cette activité de meublé de tourisme. Réflexion sur la politique de quotas, on le parle effectivement sur le centre historique, mais aussi sujet ouvert sur des quartiers, effectivement, je veux dire, un peu plus à l'extérieur donc du centre historique, en disant est-ce qu'aujourd'hui on doit encadrer, je pense à l'écoquartier, je veux dire, ou à d'autres zones, je veux dire, l'existence d'une activité de meublé de tourisme. Je rappelle quand même ce point là-dessus, puisqu'il y a eu un cas qui a pu être cité il y a quelques mois. On parlait d'une activité de meublé de tourisme dans une résidence principale, donc qui est régie, là, je veux dire, qui est hors des dispositions et du cadre qui vous sont présentés aujourd'hui, puisque à date, c'est 120 jours, donc sans aucune déclaration, qu'on peut exercer une activité de meublé de tourisme avec sa résidence principale.
Et puis le dernier point, c'est l'interdiction des boîtes à clés sur mobilier urbain ou sur domaine public. Donc, et là, c'est pas simplement que de l'esthétisme, mais c'est éviter effectivement de voir sur des panneaux de signalisation, sur des murs, je veux dire, appartenant effectivement au domaine public, l'affichage effectivement, je veux dire, de boîtes à clés. Pour faire effectivement, je veux dire, toutes ces actions, il faut effectivement des moyens. Donc aujourd'hui, et on s'en excuse peut-être sur l'intervalle temps qui est d'ailleurs relativement long par rapport à la mise en place de cette disposition, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance là depuis 6 mois d'avoir ce jeune universitaire, effectivement, je veux dire, donc, qui nous aide et qui nous a permis quand même beaucoup d'accélérer, mais les tâches, effectivement, sont multiples, et je pense qu'en même temps, tant vis-à-vis des hébergeurs que vis-à-vis des plateformes, il convient de montrer que une réglementation, elle est là pour être respectée, donc je ne vais pas parler de police, mais il convient de montrer, effectivement, je veux dire, et il convient de fixer les actions utiles et nécessaires pour que cette réglementation soit respectée. C'est fixer les quotas aussi par immeuble. Je parlais quotas par rue tout à l'heure, mais aussi quotas par immeuble. Donc, pour éviter, je l'évoquais, sur des numéros de rue, on peut avoir 4 ou 5 appartements. Donc, en gros, quasiment une maison vide qui ne sert effectivement qu'à du meublé de tourisme. Et puis, développer aussi la coopération sur l'API meublé, puisque effectivement, la ville a eu la chance d'être sélectionnée par le ministère, effectivement, des Finances comme site pilote, effectivement, pour ces réflexions sur les meublés. Voilà. Merci, Monsieur Buisson. Bravo, parce que c'est un travail, pour l'avoir suivi à vos côtés, qui a demandé des heures et des heures d'enquête, d'études, d'anticipation. On a travaillé aussi avec d'autres communes. Et puis, je voudrais, nous féliciter, puisque le ministère, vous l'avez dit, des Finances, a vu la volonté d'Honfleur d'évoluer sur le dossier des locations saisonnières. Et suite à notre motivation, avec l'aide de notre député, on fait partie d'un groupe au ministère, là, on vous a donné le nom, API, Meublé de Tourisme, et dans ce groupe, Honnefleur pourra porter sa voix pour expliquer son expérience de terrain et combien la difficulté et les mesures à prendre. Mais c'est intéressant qu'Honnefleur puisse avoir une voix au niveau national sur la façon de gérer ces locations saisonnières. Je rappelle quand même, il faut faire attention, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a aussi, je le redis, tout un habitat à Honnefleur et un bâti qui ne sera jamais louable à l'année. Et là, si demain, il n'y a pas de possibilité d'avoir une rentabilité pour ce genre de bâti, toute petite maison de rien du tout, des petites pièces sans confort. Moi, j'ai vu la ville il y a 30 ans, et l'arrivée du Airbnb dans toute la France et dans le monde entier. Tout à coup, tout l'immobilier devenait intéressant, on investissait, on remettait debout, on réhabilitait les façades. Et il y a plein d'habitants, Honfleurais et Honfleurais, qui ont des fois un Airbnb, une location saisonnière. Voilà, donc il faut faire très attention. De suite, j'analyse, et c'est intéressant les chiffres, nous sommes au niveau du barème national et de la région normande, la ville qui a vu chuter le plus vite de Airbnb avec 12%. Donc, il y a bien des résultats suite à la réglementation qu'on a mis en place. Il y a bien des résultats. Et bon, Paris, c'est pas fait en un jour, mais on est sur la bonne voie. Et moi, je crois que l'obligation de compenser par un logement à l'année va permettre aussi à des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à louer à l'année, de louer à l'année. Et ça va donc redonner des logements pour nos habitants, ceux qui ont besoin d'être logés à Honfleur tout au long de l'année, et de faire de cette façon vivre le centre-ville. Et enfin, je voulais m'associer au nom du conseil municipal à Christophe, à ce que tout à l'heure Christophe a dit, et en tête à Christophe Buisson, le remercier pour son investissement vraiment important sur ce dossier, aux côtés d'Agnès Morujon, d'Emmanuel Forcano, j'oublie personne, Léa Corvézier, notre juriste, et c'est vrai, tout le monde acceptera que je le mette en avant, d'Axel Lecoq, qui a fait un travail vraiment de fourmi pour
que ce document puisse vous être présenté. Je rappelle qu'on a eu un document présenté en 2023, en juin 2023, c'était la première étape. Là, c'est la seconde. Voilà. Donc, et si on a des résultats, c'est aussi parce que M. Lecoq est à nos côtés depuis plusieurs mois. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est un sujet important. On a peut-être manqué d'informations plus détaillées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, Madame Budin. Alors déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation. Pour moi, effectivement, c'est essentiel de la réviser, cette réglementation. Je m'étais déjà expliqué sur les limites que je voyais quand elle a été présentée. Il me semble qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, dans l'ultra-centre, c'est pas forcément très facile de trouver des locataires à l'année. Parce que c'est pas, surtout si on veut s'orienter sur un centre-ville piéton. Donc je pense qu'il faut qu'on traite vraiment la question zone par zone. Et ma question, c'était concernant les locations qui sont sur Booking, parce que j'ai parlé beaucoup de Airbnb. Qu'est-ce qui est fait par rapport à Booking ? Ça, de toute façon, la réglementation s'impose à tous les opérateurs, mais peut-être que M. Buisson peut préciser. Alors, Booking, en fait, ne partage pas aujourd'hui donc les statistiques comme peut le faire Airbnb. Donc, on a un état général qui nous est donné effectivement au travers des statistiques, je veux dire, de Elan. Donc, mais on n'a pas un état, je veux dire, donc rue par rue, je veux dire, ou moins aussi détaillé, précis, je veux dire, qu'on peut l'avoir avec Airbnb. Merci Christophe. Ok, et deuxième question, vous avez parlé de procédures là au tribunal de Lisieux. Il y a combien de procédures en cours par rapport à ça ? Je vais parler sur le contrôle, effectivement, je veux dire, des services, mais il y a 165, effectivement, je veux dire, donc, mises en demeure, donc, qui vont être engagées derrière, donc, donc, auprès du tribunal, donc 165 mises en demeure. Après, comme l'a redit Christophe, on a vu ça dans certaines villes de France, les tribunaux, c'est eux qui décident de l'amende. Notamment à La Rochelle, j'ai vu un reportage où on voit effectivement que des fois c'est dissuasif, des fois ça l'est moins, puisque les gens calculent et si on paye une amende qui est dérisoire, bah forcément ça vaut la peine de continuer. Mais enfin, moi je pense, oui, ça fait un cas de jurisprudence. Mais après, effectivement, le montant de l'amende est sujet de la décision du président du tribunal. Donc, alors les amendes certains peuvent être plus cléments ou plus stricts que d'autres. De mémoire, c'était prévu le montant des amendes dans la Oui, il y a un barème, effectivement, en fonction de l'anomalie qui est constatée, mais qui correspond chaque fois à un montant maximum. Oui, voilà. Merci Madame Budin. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose... Bien, eh bien, écoutez, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Encore merci. Et les premiers résultats sont là, c'est clair. La présentation est vraiment bien faite. Il faut continuer sur ce chemin en faisant toujours attention à anticiper sur les conséquences des décisions qui sont prises. Je vous remercie et je vous donne avant la fin de notre réunion quelques informations. Si vous pouvez être présents et parler autour de vous des fêtes et manifestations. Donc, mercredi 10 décembre, comme chaque année, le personnel organise son arbre de Noël à la salle des fêtes. Le vendredi 12 à 15h, vous avez une visite guidée de l'église Saint-Léonard, c'est pas si fréquent, par l'équipe de la lieutenance. À partir de 16h, un vernissage de l'exposition Hybride 5 au musée Boudin, à partir de 17h45 à la médiathèque. Dans le cadre de la Biennale d'art contemporain itinérante des collèges et lycées, la faculté de service mobile d'animation culturelle présente Hybride 5, place aux jeunes. La ville d'Honfleur accueille les œuvres du projet et assure la clôture de l'événement. 18h30 le vendredi 12, accueille comme chaque année des nouveaux arrivants. Le samedi 13 décembre, 17h, messe de la Sainte-Barbe en l'église Sainte-Catherine, suivi vers 18h des manifestations avec les pompiers au grenier à sel comme chaque année. À 20h30 le 13 décembre, concert de Nini Poulain, Claudine Lebègue et Pierrot Delarue Quétanou au Bateau Lune. Mercredi 17 décembre, audition de Noël des élèves de l'école de musique dans les greniers à sel. C'est toujours un grand moment. Le vendredi 19 décembre, c'est alors à 11h45, journée internationale du pull de Noël. Je resterai chez moi. Photo à la mairie.
18h, le vernissage de l'exposition Ancrer la brume au musée Boudin des artistes Delphine Guy et Marina Vendra. Restitution de leur résidence d'artistes à la lieutenance. C'est un très intéressant travail, vous verrez. Exposition du 19 décembre. Du 20 décembre au 4 janvier, je remercie Patricia et toutes ses équipes, Madame Morujon, tous les services techniques et ceux qui font les décorations de Noël cette année. Chapeau pour ce qu'ils ont fait d'ailleurs, notamment autour du Vieux Bassin et sur le plateau également. Donc, marché de Noël, il aura lieu du 20 décembre au 4 janvier. Marché de Noël en plein air sur le parvis de l'Hôtel de Ville, avec la présence du Père Noël du 20 au 24 décembre, avec l'inauguration le samedi 20 décembre à 12h et la mise en lumière du sapin à 18h. Le dimanche 21 décembre à 15h, église Salonard, le concert de chant de Noël d'antan par la chorale Scamivilla d'Echemoville, que je salue et qui sont présents chaque année, à la fois pour la fête des marins et pour Noël. Lundi 22 décembre, passage du jury pour le concours Féerie de Lumière. Et il y a des commerçants cette année, bravo Patricia, qui rivalisent de qualité. Il y a des gens qui ont fait des choses superbes. Le mercredi 24 décembre, à partir de 20h, là je salue Catherine et l'ensemble de JSF parce qu'ils font un réveillon solidaire le soir de Noël pour les personnes seules à la Maison des Familles. Vraiment, bravo pour cet événement généreux. Oui, j'ai vu. Que des bénévoles qui participent et qui vont animer la soirée. Le samedi 27 décembre et le dimanche 28, spectacle de Noël dans le cadre d'Honfleur Magique à partir de 5 ans. Le samedi 27 à 17h30, le dimanche 28 à 15h. Et le samedi 10 janvier à 16h à la Maison des Familles, galette des rois organisée par le Conseil citoyen du quartier prioritaire. Les enfants, il est signalé, peuvent venir déguisés pour cet événement. Le mercredi 14 janvier, c'est la cérémonie des vœux, ici, dans les greniers à sel. Je vous y invite les uns les autres. Et puis, Mobilab à la médiathèque, avec un kit robotique, électronique, machine à badge, plusieurs ateliers familiaux sont prévus. Les inscriptions sont à faire à la médiathèque et c'est gratuit. Voilà, mes chers collègues, j'en ai terminé pour les présentations de ces manifestations. Je vous souhaite une belle fin de soirée et surtout, si on ne se revoit pas d'ici là, de belles fêtes de Noël et de Nouvel An. Profitez des vôtres, prenez soin de vous, à la prochaine fois.